La Côte d'Ivoire et la France ont signé le contrat de désendettement et de développement. Après la signature, les émissaires français ont été reçus par le chef de l'État. Un déjeuner s'en est suivi. C'est une première. La Côte d'Ivoire accueille pour la 12e édition des Cora. Ce sera le 29 décembre. Au menu, la participation de 400 enfants orphelins de guerre de la commune d'Abobo. Et puis on ira en Égypte où des milliers de manifestants sont dans la rue pour protester contre la modification de la Constitution. Le président égyptien ne compte pas reculer. Il annonce un référendum. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue chez vous. Le président de la République a quitté Abidjan aux environs de 12 heures pour se rendre en France. Le chef de l'État va assister à la réunion du Conseil consultatif sur le PNLD et cette réunion débute demain lundi. Le Conseil supérieur des imams organise aujourd'hui même la 3e conférence ordinaire des imams. Le thème, la réconciliation, la paix et la solidarité en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest-africaine. Le chef de l'État a assisté à cette conférence à la grande mosquée de la Riviera avant d'aller en France. Deux ministres français, Pierre Moscovici et Pascal Canfin, ont été reçus hier par le chef de l'État. Cette audience fait suite à la signature du contrat de désendettement et de développement estimé à plus de 413 milliards de francs CFA. On en parle avec Abiba Dombele-Sawi. Le président de la République a reçu le ministre français de l'économie et des finances, Pierre Moscovici, et le ministre délégué auprès du ministre français des Affaires étrangères, chargé du développement, Pascal Canfin, juste après la signature du contrat appelé C2D, qui définit et formalise les modalités d'application et de mise en œuvre de l'accord bilatéral d'annulation de la dette de la Côte d'Ivoire. Il porte sur un montant de 630 millions d'euros, soit plus de 413 milliards de nos francs. Nous avons participé à la signature d'un très important contrat, le C2D, qui permet de lier à la fois le remboursement de la dette ivoirienne et puis des actions en matière de développement pour un montant très important de 630 millions d'euros dans une série de secteurs qui sont prioritaires pour l'économie ivoirienne et la société ivoirienne et qui permettent de lutter contre la pauvreté, qui est une des priorités de votre gouvernement. Il y aura par exemple à travers de ce C2D la construction ou la réhabilitation de plus de 115 écoles primaires, plus de 40 collèges, notamment en milieu rural. Nous allons financer l'accompagnement de plus de 20 000 jeunes dans des solutions d'insertion ou de retour à l'emploi. Nous allons pouvoir financer les investissements que vous allez faire dans la création de pistes rurales pour renforcer le développement rural, le développement des marchés agricoles. Ce C2D va aussi permettre de réhabiliter ou de construire des tribunaux. Il va aussi permettre d'améliorer la gestion de l'eau à Abidjan. Après cette audience, un déjeuner a été offert aux deux ministres français et à la délégation qui les accompagne. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a, au nom du président de la République, remercié la France pour son soutien constant à la Côte d'Ivoire. Avec la tenue à Abidjan du premier forum franco-ivoirien des affaires du 14 au 17 octobre 2012, la signature ce jour du contrat de désendettement et de développement C2D constitue tous les deux, sans aucun doute, quelques-uns des signes tangibles de la ferme volonté de la France et de la Côte d'Ivoire d'écrire une nouvelle page de leur coopération. Le ministre français de l'économie et des finances, Pierre Moscovici, a magnifié la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Ce premier déplacement bilatéral en Afrique, il me paraissait pertinent, je veux dire évident, de le faire ici. C'est là le signe d'un dialogue soutenu, fructueux, entre nos deux pays dont chacun peut se féliciter. Le nombre, la qualité des entreprises que je suis fier d'emmener ici, qui sont là, présentes, apporte une preuve supplémentaire qu'au-delà même des liens de coopération, de développement que nous avons, au-delà de l'amitié, au-delà de la relation politique, il y a aussi une relation économique qui est fondamentale. Le ministre français de l'économie et des finances a été élevé au grade de commandeur dans l'ordre national et le ministre délégué aux affaires étrangères au grade de chevalier dans l'ordre national de Côte d'Ivoire. Et la France vient à travers ce contrat financer à nouveau les remboursements de la Côte d'Ivoire sous forme de subventions qui devront soutenir le programme national de développement. Le compte rendu d'Alexis Ouedraogo.
Quelques soucis techniques avec cet élément. On tend vers une restructuration du secteur du commerce en Côte d'Ivoire. Les commerçants ont désormais une centrale. Elle a été officiellement installée au cours de cette semaine. La centrale va travailler aux côtés du gouvernement. On en parle avec Victorine Yaouyoué. Fini l'anarchie dans le milieu des commerçants de Côte d'Ivoire. Il est désormais question de parler d'une seule voix pour sortir ce secteur pourvoyeur d'emplois et de richesses de l'informel. Pour marquer cette synergie d'action, la création de la centrale des commerçants de Côte d'Ivoire, CCCI, regroupement d'une soixantaine d'associations et de coopératives. Le bureau de cette centrale des commerçants vient d'être investi par le député Traoré Mariam et le chef de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Occasion pour le nouveau président de la CCCI d'exprimer les attentes des commerçants. Nous souhaitons principalement disposer d'une maison d'assurance des commerçants de Côte d'Ivoire à l'image de la MATCA. Disposer d'un hôpital des commerçants de Côte d'Ivoire. Nous souhaitons disposer de l'organisation d'une opération d'acquisition à coût réduit du registre de commerce à l'endroit des commerçants de Côte d'Ivoire pour permettre au plus grand nombre de commerçants de sortir de l'informel. À ses filleuls et aux femmes commerçantes en particulier, le député Traoré Mariam a dit la volonté du président de l'Assemblée nationale à soutenir leurs efforts. Vous savez, quand il y a eu la crise post-électorale, ce sont les femmes qui faisaient à manger, qui allaient chercher les vivres dans les champs. Le président de l'Assemblée nationale et le président de la République, comme si les femmes pouvaient développer ce pays. Les commerçants de Côte d'Ivoire appellent de tous leurs vœux la structuration de leur secteur, convaincus que ce sera un grand pas dans le sens de la réduction du coût de la vie en Côte d'Ivoire. Les hommes d'affaires désireux d'investir en Côte d'Ivoire dans le secteur des technologies ont échangé avec le ministre des Technologies et de l'Information, Bruno Koné. Le ministre a présenté aux hommes d'affaires les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. On en parle avec Lassina Ouattara. Ils sont une vingtaine d'hommes d'affaires indiens à vouloir investir dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, TIC, secteur en plein boom en Côte d'Ivoire. Le forum organisé à Abidjan a permis de présenter les atouts du pays. Les atouts de la Côte d'Ivoire, c'est un pays jeune, un pays dynamique. Et dans le secteur des TIC, il y a beaucoup à faire. Et je l'ai indiqué tout à l'heure, la Côte d'Ivoire est également le pays d'entrée de la zone UMOA d'abord et ensuite de la zone CEDEAO. Donc il y a un potentiel qui est relativement important. Et nous sommes heureux que l'Inde, il faut le savoir, c'est dans le domaine des TIC, aujourd'hui l'un des pays les plus avancés. Cela ne se sait pas, mais c'est l'un des pays les plus avancés et le développement de ce pays est aujourd'hui fortement porté par les TIC. Les Indiens font de la sous-traitance pratiquement pour le monde entier, pour tous les leaders du secteur des TIC dans le monde. L'Inde emploie plusieurs millions de personnes dans le domaine des TIC. Ils ont une avance qui est extrêmement importante et dont nous souhaitons bénéficier. Bruno Koné, ministre ivoirien de la Poste et des TIC, a par ailleurs indiqué que la volonté du président Alassane Ouattara de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 passe par un accès au TIC pour toutes les populations. Il a à cet effet rappelé un cadre réglementaire réadapté, la construction d'un backbone national en fibre optique et le schéma de gouvernance électronique. L'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Anil Charan, a présenté les performances de son pays en matière de TIC avec des exportations qui se sont accrues de 75% de 2008 à 2011. Avec son expertise et ses ressources humaines de qualité, l'Inde veut aider à la formation d'Ivoiriens dans le domaine des technologies. D'ailleurs, la quote-part des bourses octroyées est passée de 20 à 60 cette année. Rendons-nous aux États-Unis pour voir comment vivent les étudiants ivoiriens. D'après Michel Digré qui les a rencontrés, la vie n'est pas toujours rose. Ces étudiants ne baissent pas les bras malgré les difficultés. Poursuivre ses études dans une université de référence américaine, c'est le rêve de plusieurs étudiants ivoiriens. Mais après avoir foulé le sol du pays de l'oncle Sam, tous sont unanimes à reconnaître que pour réussir cette aventure, il faut, en plus de la maîtrise de l'anglais, un bagage intellectuel solide et dans son sac, un mental de fer. C'était pas du tout facile parce que quitter les parents, venir tout seul, c'est un peu difficile. Mais ça permet de grandir en même temps. Ça permet de se focaliser sur les études
ça permet de montrer qu'on est grand. L'une des premières difficultés, c'est le logement pour les étudiants qui ne souhaitent pas résider en cité universitaire. Pour résoudre cette équation, il faut souvent s'y mettre à deux. Quand on te demande qui va payer l'appartement, si tu dis, bon, c'est tes parents, ils n'ont pas confiance, donc ils ont besoin de bank statement de ton père ou bien de ta mère, ou la personne qui va payer. L'avantage d'être en communauté avec les amis, c'est d'abord l'esprit familial, l'esprit de fraternité, parce que c'est vraiment difficile de vivre seul dans un appartement, dans un pays que tu ne maîtrises pas. Pour encadrer les nouveaux étudiants et faciliter leur intégration dans le système éducatif américain, les anciens étudiants ivoiriens de Georgia State University ont mis en place une association. Chaque fois qu'on arrive à aider un élève et qu'il réussit à faire quelque chose, ce sourire qu'il a, ça nous apporte déjà beaucoup et ça nous rend fiers aussi de l'avoir précédé ici. Autre bouffée d'oxygène pour les futurs étudiants aux États-Unis, la fondation créée par l'ex-ambassadeur américain auprès de l'Érythrée, John Hicks, aujourd'hui membre du conseil d'administration de l'Université internationale de Grand Bassam. La fondation est créée pour aussi aider les étudiants meilleurs, mais les parents n'ont pas de moyens, c'est-à-dire les étudiants nécessités pour les aider à réussir. Pour l'heure, entre les études et les difficultés quotidiennes, certains étudiants peuvent s'adonner à leur passion. Brice Esso, étudiant en marketing, photographe à ses temps perdus, est dans le viseur de grandes maisons d'édition. Malgré ce début de succès, Brice pense déjà à retrouver sa terre natale, comme tous les autres étudiants, pour faire bénéficier au pays la somme d'expérience acquise aux États-Unis d'Amérique. Et on revient sur cette information. La Côte d'Ivoire et la France ont signé le contrat de désendettement et de développement hier. La France vient à travers ce contrat financer à nouveau les remboursements de la Côte d'Ivoire. Les précisions d'Alexis Ouedraogo. Un contrat de désendettement et de développement, en abrégé CD2. Dans la pratique, vous êtes débiteur d'une tierce personne et cette dernière propose qu'en lieu et place d'un remboursement, vous investissiez la somme due dans des actions de développement en faveur de vos populations. Eh bien, c'est ce contrat que vient de signer l'État ivoirien ce samedi avec la République française. Les ministres Pascal Canfin, ministre délégué chargé du développement, et Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances, ont pris part à la dite cérémonie. Ce contrat porte sur un montant total de 630 millions d'euros, soit près de 413 milliards de francs CFA. Il devrait être mis en œuvre entre 2012 et 2015. Plus tôt dans la journée, au ministère des Affaires étrangères où s'est tenue une séance de travail, les ministres français n'ont pas manqué de souligner que ce contrat constituera le principal outil de coopération au développement avec le pays. Point de vue soutenu par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan lors de l'escale de la délégation à la primature où s'est déroulée la signature effective des contrats. La signature ce jour du C2D avec la France va davantage renforcer la confiance vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire. Messieurs les ministres, la Côte d'Ivoire est au travail. Les mesures prises par le gouvernement ont permis d'atténuer les effets de la crise sur l'économie et devraient permettre de remettre le pays sur un chantier de croissance durable. Les points d'affectation de ce premier contrat de CD2 ont été définis d'un commun accord avec les autorités ivoiriennes. Elles porteront sur les sujets de l'éducation, la formation, l'emploi, la santé, le développement rural, le développement urbain, l'eau, les infrastructures, le transport et la justice. Autre accord, toujours dans les locaux de la primature ce samedi, celui portant sur le protocole de coopération entre entreprises françaises et ivoiriennes. Ce partenariat devrait favoriser une pénétration plus souple du marché international. Parlons maintenant du mécontentement des élèves inspecteurs pédagogiques du secondaire et des conseillers du primaire. La cause, cela fait 10 mois qu'ils attendent le stage de perfectionnement afin d'être opérationnels. Ils ont fait part de leur mécontentement au cours d'une conférence de presse à laquelle a pris part Aimé Kouadio. Colère à l'école normale supérieure d'Abidjan, ENS. Les élèves inspecteurs pédagogiques du secondaire et élèves conseillers du primaire en fin de formation protestent contre la direction générale de l'ENS, le ministère de l'Éducation nationale et celui de la fonction publique et de la réforme administrative.
En cause, le blocage de leur stage depuis février 2012. Nous avons reçu nos thèmes de stage, nous devions aller en stage. Alors, il y a les différents démembrements du ministère de l'Éducation nationale qui nous ont reçu une fin de non-recevoir. Ils ont refusé de nous recevoir dans leur service pour nos stages pratiques. Pour mettre fin à cette situation, la direction générale de l'ENS privilégie la négociation. Les négociations sont entreprises par l'ENS avec ses partenaires de l'Éducation nationale afin qu'on puisse trouver une solution à ce problème-là. Pointé du doigt, le ministère de l'Éducation nationale se défend. Le hic, c'est que ceux qui vont venir comme inspecteurs pédagogiques vont faire leur stage sous la responsabilité des conseillers pédagogiques. Celui qui vient, c'est-à-dire que c'est vous qui allez former vos patrons. Les discussions sont en cours, n'est-ce pas, pour terminer très rapidement, n'est-ce pas, la production des arrêtés individuels de reclassement. Le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative donne sa version des faits. L'information a été mise à notre disposition sous forme informelle. Jusque-là, on n'a pas été saisi par aucune des administrations concernées. Environ 230 élèves inspecteurs pédagogiques du secondaire et élèves conseillers du primaire attendent toujours la résolution de cette situation qui pourrait leur coûter une année. Et toujours dans le secteur éducatif, 400 kits scolaires et 500 prises en charge ont été remis aux enfants démunis de la commune de Makori. C'est un geste de la mairie qui veut ainsi lutter contre la pauvreté. On en parle avec Mamadou Kouassi. Plus de 400 kits scolaires et 500 prises en charge. Le tout d'une valeur d'environ 800 millions de francs CFA. C'est le don de la municipalité de Makori aux enfants et aux jeunes démunis de la commune. Elle est soutenue dans cette action sociale par un opérateur économique de la place. Les prises en charge sont valables pour les études dans le secondaire et le supérieur, ainsi que pour des formations qualifiantes. Elles permettront à certains jeunes de la commune de reprendre le chemin de l'école. À travers ce geste, le maire de la commune de Makori, Lamine Diabagate, et son équipe veut réduire le taux de pauvreté et assurer une éducation de qualité à tous les enfants de la commune. Les kits scolaires remis sont composés de livres, de cahiers, de stylos et d'instruments géométriques. Les élèves d'Aluodin, un quartier précaire de la commune, en sont les principaux bénéficiaires. Le maire Lamine Diabagate félicite les fondateurs d'écoles pour leur soutien dans la prise en charge des jeunes. Les responsables scolaires et les parents d'élèves saluent l'initiative. Les bénéficiaires, quant à eux, ont pris l'engagement de bien travailler afin d'honorer l'action de solidarité de la mairie à leur endroit. Ouvrons le volet sanitaire de ce journal avec la formation à la fois pratique et théorique de 26 sages-femmes du district sanitaire de Soubré. Elle a porté cette formation sur la planification familiale. C'est une initiative du Fonds des Nations Unies pour la population. Objectif, contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Mamadou Kouassi. Pendant 3 jours, les sages-femmes du district sanitaire de Soubré ont procédé à des consultations prénatales, dépistage du cancer du col de l'utérus et du VIH-Sida. Elles ont également été sensibilisées sur la fréquentation des sites réorganisés et la planification familiale. Cette phase pratique de la formation initiée par l'UNFPA et le district sanitaire de Soubré a été complétée par un enseignement post-universitaire. Une occasion pour le formateur d'insister sur l'attitude à tenir par la sage-femme face à une femme en travail. Il s'agit pour lui de donner à la sage-femme les rudiments nécessaires pour faire un bon accouchement, c'est-à-dire sauver à la fois la vie de la mère et de son enfant pendant et après l'accouchement. L'objectif principal de la formation étant d'aider à réduire les décès des femmes en couche ou le décès des nouveau-nés. Le Salon international du livre d'Abidjan a fermé ses portes hier. Cette 5e édition a permis à la Côte d'Ivoire de réconcilier la population avec le livre. Il y a eu des dédicaces au cours de ce salon. Intéressons-nous avec Fatou Fofana à la dédicace de 2 livres. Les titres « L'Afrique doit venir au secours de l'Afrique » et « L'Afrique au secours de l'Occident ». 2 œuvres dédicacées. « L'Afrique doit venir au secours de l'Afrique » de Sanou Mbaye et l'Afrique au secours de l'Occident de Anne-Cécile Robert. Chacun des 2 auteurs a expliqué et débattu du contenu de son œuvre avec le public venu nombreux à cette conférence dédicace. Pour Sanou Mbaye, économiste et écrivain, l'Afrique dispose de toutes les ressources dont elle a besoin. L'Afrique est vraiment le moteur de la croissance. Dans les 25 années à venir, on aura des taux de croissance, de développement qui seront du même niveau que les taux de croissance et de développement qu'on voit en Corée du Sud, par exemple, en ce moment. Et c'est ça qu'il faut voir. Anne-Cécile Robert, juriste et écrivain,
soutient dans son livre que l'Afrique peut aider l'Occident sur plusieurs plans. Malgré les difficultés que vivent les Africains, il existe des cultures, des traditions, des valeurs sur le continent africain qui, ne serait-ce que si on pratiquait la diversité culturelle, pourraient contribuer à renouveler la pensée, à résoudre certains problèmes, notamment des problèmes sociaux. Ouverture sur l'Afrique, ouverture sur le monde et surtout ouverture d'esprit. Les passionnés de lecture qui en ont bénéficié sont repartis satisfaits de ce moment d'échange et de partage littéraire. Il faut se cultiver, j'ai appris beaucoup de choses par rapport surtout à la crise mondiale actuelle, l'évolution des marchés. Par exemple, le positionnement des différentes puissances comme les États-Unis par rapport à la Chine, l'Europe, les difficultés réelles même en Afrique ici. Grand rendez-vous littéraire pour les adultes, le SILA 2012 est aussi le lieu d'intéresser les plus jeunes à la lecture. Démarré le mercredi 28 novembre, le Salon international du livre d'Abidjan 2012 referme ses portes ce samedi. Je précise que le salon a effectivement fermé ses portes ce samedi. La 12e édition des Kora aura lieu en Côte d'Ivoire. Ce sera le 29 décembre prochain. C'est la première fois que ce grand rendez-vous culturel se tiendra en Côte d'Ivoire. Plusieurs points sont au menu, notamment la participation de 400 enfants orphelins de guerre de la commune d'Abobo. Fatou Fofana. 2 dates pour les amoureux de la musique africaine. Le samedi 29 décembre, la cérémonie VIP des Kora Music Awards. Le dimanche 30, un grand concert au stade Félix Houphouët-Boigny avec de grands noms de la musique ivoirienne, africaine et mondiale. Ces 2 événements musicaux constituent le cœur des Kora 2012. La cérémonie Les Trophées Kora de la musique africaine est une plateforme annuelle. Elle reconnaît le rôle et la contribution des musiciens, artistes et autres leaders d'origine africaine dans la création de réalités meilleures pour les Africains du continent et de la diaspora. L'invité d'honneur est la star afro-américaine Chris Brown, qui promet d'ores et déjà un don de plus de 25 millions de francs CFA pour les orphelins de guerre de la commune d'Abobo. 400 de ces enfants seront à l'honneur lors de la cérémonie d'ouverture des Kora Music Awards. Ils exécuteront sur scène une chorégraphie du célèbre George Momboy. Ernest Adjovi, président des Kora Music Awards, promet aux spectateurs et téléspectateurs une surprise à toutes les 20 minutes. Né en Afrique du Sud, cet événement culturel africain arrive en Côte d'Ivoire pour la première fois. L'événement est placé sous le signe de la paix en Afrique. Parlons maintenant de religion. L'église de Grand Yapo, dans le diocèse d'Aboville, vient d'être érigée en paroisse. Le curé de la paroisse a été présenté à la population. Thérèse Yoboué. Les populations des villages de Yapo étaient en fête. C'était à l'occasion d'une double cérémonie. L'installation officielle de la paroisse Notre-Dame de Lourdes et de son premier curé, l'abbé Ogo Ncho-Martin, et l'établissement à Grand Yapo de la communauté Regina Pacis, une association humanitaire d'entraide, d'action sociale. Cette communauté opère depuis 25 ans dans le secteur de la petite enfance. Témoin de cette double cérémonie, Monseigneur Yulo Touabli, évêque du diocèse d'Agoville. En décidant d'être avec les populations des villages de Yapo pour magnifier le Seigneur, selon le porte-parole des populations, Monseigneur Yulo Touabli a fait comme Marie, la sœur de Marthe, le bon choix pour l'œuvre d'évangélisation de cette région. Une région qui enregistre la présence effective du Christ. C'est en 1947 que Grand Yapo a eu son premier prêtre. 2 ans plus tard, l'Église a enregistré ses premiers baptisés et en 1953, ses premiers mariages. Le curé de Notre-Dame de Lourdes de Grand Yapo a été ordonné prêtre le 13 janvier 2007. Avec son installation officielle, l'abbé Ogo Martin est désormais le pasteur propre de cette paroisse qui le représente dans toutes les affaires et pour qui il doit accomplir les fonctions d'enseigner, de sanctifier et de gouverner.
À l'étranger, les rebelles du M23 ont quitté Goma, la capitale du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Après 12 jours d'occupation, l'armée congolaise a commencé à rentrer dans la ville pour reprendre ses positions. C'est un pas en avant pour les négociations, selon un responsable congolais. En Égypte, des milliers de manifestants sont dans la rue pour protester contre la modification de la Constitution. Le président égyptien ne compte pas reculer. Il annonce un référendum. D'État contre la démocratie. Elle est encore plus déterminée depuis l'adoption à la hâte jeudi d'un projet de constitution qui, selon elle, porte atteinte à la liberté religieuse et d'expression. Un projet qui devait être remis samedi au président Morsi et soumis à référendum dans 2 semaines. Les manifestations se poursuivront jusqu'à ce qu'il tombe, parce que ce n'est pas la bonne personne pour gouverner. Les gens l'ont élu pour faire des réformes pour le pays, pas pour rédiger une constitution taillée sur mesure pour lui. Nous voulons qu'il fasse des réformes pour le pays. Les partisans du président islamiste avaient appelé de leur côté à des rassemblements à travers tout le pays pour soutenir sa décision de s'octroyer des pouvoirs exceptionnels. Mohamed Morsi a promis que ces pouvoirs destinés selon lui à stabiliser la situation étaient temporaires et qu'ils cesseraient une fois la constitution adoptée. Au Caire, des milliers de manifestants, dont des membres des frères musulmans et des groupes salafistes, avaient convenu de se retrouver devant l'université pour éviter de croiser les anti-Morsi. Les frères musulmans sont derrière le président. Nous dormirons ici, nous mourrons ici, et si nous voulons aller sur la place Tahrir, nous irons. Nous sommes ici pour dire que nous voulons la charia. Nous soutenons tous notre président, il ne doit pas revenir sur sa décision. Comme dans l'ancienne constitution, le projet fait des principes de la charia la source principale de la législation. Mais l'opposition s'inquiète d'une nouvelle disposition qui risque, selon elle, de renforcer la loi islamique. D'autres dispositions comme la protection de la moralité ou l'interdiction d'insulter les prophètes pourraient également ouvrir la voie à la censure. L'organisation Amnesty International partage ses craintes et estime en outre que ce projet ignore les droits des femmes et permet aux militaires de juger des civils. Et c'est l'heure de votre magazine de dimanche. Il est question dans ce magazine de la gestion des ressources humaines dans les entreprises. Créé officiellement en 2010, le réseau ivoirien des ressortissants des ressources humaines veut promouvoir la fonction de gestionnaire des ressources humaines et valoriser le potentiel humain dans les entreprises de Côte d'Ivoire. La présidente de ce réseau, Mme Eugénie Kassi-Atia, est notre invitée. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Avant donc de débuter cet entretien, je vous propose de faire un tour à Yamoussoukro pour suivre la 17e édition des Journées africaines, une journée à laquelle vous avez pris part, bien évidemment. Chercheurs et gestionnaires des ressources humaines du continent étaient à cette rencontre. Le reportage de Charles Platou. Les pays africains ont fort besoin de leurs diplômés talentueux pour éviter au continent noir de rester en marge de l'évolution du temps. Et l'accès à l'émergence nécessite l'implication des gestionnaires des ressources humaines dans la mise en œuvre de la responsabilité sociétale des entreprises et des stratégies de fidélisation de l'attraction des talents afin d'accroître les résultats financiers et économiques. Pour identifier les politiques à même d'améliorer leur implication, ils se sont tous retrouvés à Yamoussoukro. Experts, chercheurs et gestionnaires des ressources humaines venus des 4 coins du continent. C'est à l'occasion de la 17e édition des Journées africaines des ressources humaines. Plusieurs communications permettent aux participants d'échanger et de partager leurs expériences. Il faut savoir que sur 140 000 agents que compte la fonction publique ivoirienne, l'éducation nationale à elle seule compte 80 000 personnes. Et donc je pense que ce genre de forum est important et enrichissant pour nous puisqu'il nous permet d'échanger sur nos expériences respectives et aussi qu'il nous permet effectivement de peaufiner certaines stratégies qui de mon point de vue sont aujourd'hui essentielles. Au niveau de mon pays où actuellement on a un problème de responsabilité sociale du fait de la crise que nous vivons.
Donc ce thème est la bienvenue pour nous, c'est pourquoi on a décidé de faire vraiment une grosse représentation, vraiment pour pouvoir acquérir des connaissances en vue des problèmes que nous vivons présentement au niveau de nos entreprises. Les débats au cours de ces travaux porteront également sur la problématique de l'inégalité entre les sexes et la scolarisation de la jeune fille. Alors, Madame Atia, on vient de le voir avec cette journée africaine consacrée à la gestion des ressources humaines en Afrique, en Côte d'Ivoire notamment. C'est quoi un gestionnaire des ressources humaines? Avant d'aller plus loin. Le gestionnaire des ressources humaines est celui-là même qui, dans l'entreprise, est chargé de conduire la politique de management du personnel. Il se veut être le premier conseiller du directeur général. Il se veut être un négociateur, un médiateur. Je pourrais vous dire que le gestionnaire des ressources humaines est celui-là qui doit animer le processus support de l'entreprise, de sorte à fournir aux différents services les personnes qu'il faut pour les places qu'il faut. Négociateur, médiateur, est-ce que vous avez le sentiment que les gestionnaires de ressources humaines en Côte d'Ivoire savent leur rôle, connaissent leur fonction? Les gestionnaires des ressources humaines connaissent leur rôle. Ils le savent, d'autant plus que nous avons, depuis la création du réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines, œuvré pour faire en sorte que ces gestionnaires puissent s'acquérir, puissent s'approprier tous les mécanismes, tous les outils de gestion des ressources humaines. Et puis le gestionnaire des ressources humaines est celui-là même qui est chargé de la formation en entreprise. Donc il lui revient de se former, de se mettre à jour pour pouvoir acquérir, s'approprier donc ces outils de gestion. Mais je vous pose la question parce qu'en Côte d'Ivoire, on constate, je ne dirais pas une mauvaise gestion, mais c'est tout comme une mauvaise gestion des ressources humaines en entreprise. On a des abus de pouvoir, on a des licenciements abusifs. Je pense que c'est plus une impression que la réalité des faits dans les entreprises. Parce qu'il s'agit pour le gestionnaire des ressources humaines de communiquer aussi. De communiquer de sorte que les partenaires sociaux, que sont les travailleurs, puissent avoir un regard différent sur le gestionnaire des ressources humaines, pour ne pas qu'il soit perçu comme le père Fouettard, mais plutôt comme, je dirais, un collaborateur, plutôt comme un allié, parce que le gestionnaire des ressources humaines a une position qui est médiane. Il doit, en même temps qu'il préserve les intérêts de l'entreprise, préserver les droits des travailleurs également. C'est pour ça que je dis que c'est un médiateur. Qu'est-ce qui prime? Intérêt de l'entreprise, intérêt des travailleurs? Ce qui prime, je dirais que c'est le développement de l'homme. C'est le développement de l'homme parce que c'était justement ça le thème de nos réflexions. Parce que dans le cadre de la responsabilité sociétale, l'entreprise a pour obligation désormais de tenir compte dans ses préoccupations, en plus des préoccupations de productivité, ses préoccupations économiques, de tenir compte de l'environnement social et des préoccupations sociales et de l'environnement dans lequel le travailleur va évoluer. Donc, il y va de la performance de l'entreprise? Il y va de la performance de l'entreprise, mais la performance de l'entreprise ne doit pas occulter aussi le développement de l'homme, celui qui est le capital le plus important dans la société. Mais avec tout ce que vous venez de dire, vous avez dit tout à l'heure que c'était plus une impression. Bon, si c'est le cas, si c'est vraiment une impression, qu'est-ce qui explique les tensions sociales dans les entreprises? Qu'est-ce qui explique tous ces conflits auxquels on assiste? Je dirais que chaque entreprise a sa politique de management du personnel. Chaque entreprise a ses méthodes de gestion. Donc, ce qui marche, ce n'est pas dans toutes les entreprises qu'il y a des tensions aussi. Bien sûr, mais la part est quand même grande. Je pense que ça doit être un problème de communication. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut justement que nous puissions créer, et ça c'est un de nos projets, je dirais, à très court terme, un cadre d'échange pour que le gestionnaire des ressources humaines soit perçu différemment. Pour que le gestionnaire des ressources humaines, le personnel comprenne que le gestionnaire des ressources humaines n'est ni d'un côté, ni de l'autre. Vous avez l'impression que les travailleurs perçoivent mal la fonction? Ils perçoivent mal donc la fonction ressources humaines. Elle a besoin d'être promue, cette fonction.
C'est justement ça qui nous préoccupe. Ça fait partie des objectifs donc, du réseau et des colloques que nous organisons avec nos pairs africains pour que nous puissions échanger nos expériences dans ce domaine. Et en tant que gestionnaire justement des ressources humaines, quelles solutions vous préconisez par exemple pour apaiser le front social en Côte d'Ivoire? Le front social, bon, je vais proposer dans un premier temps que les gestionnaires des ressources humaines puissent nous rejoindre dans le réseau pour qu'ils puissent participer avec nous aux différents cadres d'échange et de dialogue qui existent. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau de l'État, au plan institutionnel, nous avons le Conseil national du dialogue social, qui est un organe tripartite, dans lequel siègent donc les représentants des travailleurs, du gouvernement et des entreprises. Bon, il faut savoir aussi que le gouvernement est le plus gros employeur. L'État est le plus gros employeur de Côte d'Ivoire. Donc nous avons ces cadres-là, j'ai cité le CTDS, au niveau de l'UEMOA. Au niveau national, nous avons la Commission consultative du travail, qui est un organe donc tripartite. Et nous avons également un organe bipartite qui est la CIPC. Donc il y a des organes dans lesquels les travailleurs, les employeurs et le gouvernement se retrouvent. Est-ce que ça marche vraiment? Ça marche, je pense que ça marche. Vous avez vu que le Front social est quand même apaisé depuis quelques temps. Cela fait une semaine que les enseignants sont en grève. Oui, je suis d'accord avec vous, mais ça ne veut pas pour autant dire que les concertations ne continuent pas, que le dialogue est rompu. Expliquez-nous un peu, vous qui côtoyez beaucoup les ressources humaines, ce qui explique la difficile insertion des jeunes diplômés qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Nous sommes en train de mener une étude avec l'AGEP dans ce sens. Les premiers blocages que nous pourrons relever, c'est l'inadéquation entre l'emploi et la formation qu'ils reçoivent d'abord. Et il y a également des éléments qui leur manquent, mais qui malheureusement ne s'apprennent pas à l'école. Il y a d'abord le savoir-faire, il y a d'abord la culture de l'entreprise qu'ils doivent s'approprier lorsqu'ils arrivent sur le marché du travail. Parce qu'il faut savoir que le diplôme à lui seul ne confère pas la compétence. Le diplôme est juste, je dirais, un parchemin qui va normer le savoir acquis à l'école. Mais après, avec ce savoir-là, il faudrait ajouter le savoir-faire et le savoir-être dans l'entreprise. Et c'est pour cela que nous voulons accompagner donc, avec l'AGEP les premiers demandeurs d'emploi en mettant sur pied le programme national de mise en stage des étudiants. Ce programme est différent du stage école qu'ils font. Voilà. Mais à côté de ce problème, il y a aussi le fait que plusieurs années, comme vous avez dit, les étudiants n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas forcément le savoir-faire quand ils viennent. Et on leur demande souvent, pour postuler, plusieurs années d'expérience, ce qui fait que vous avez des chômeurs qui atteignent l'âge de la retraite sans jamais avoir eu un emploi. En général, l'expérience est demandée pour des postes qui requièrent, je dirais, qui ont un profil qui est beaucoup plus exigeant. Quand l'expérience est demandée, c'est que vous avez droit à un poste de responsabilité en général. Obligeant que ça. Il y a des cas quand même où ce sont des postes simples. On a l'impression, en tout cas, que les entreprises ne font pas totalement confiance au système de formation. Ce n'est pas que les entreprises ne font pas confiance au système de formation. Les entreprises ont compris qu'il y avait eu un problème, comme je vous le disais tout à l'heure, d'inadéquation entre l'emploi et les formations. C'est pour ça qu'elles se sont inscrites avec les ministères de l'Éducation depuis quelques années dans un partenariat. Dans un partenariat qui nous a conduit aujourd'hui à dire au système, donc aller vers les ministères chargés de l'éducation pour leur dire, écoutez, voilà nos besoins, voilà les compétences dont nous avons besoin, voilà ce que nous voulions que vous appreniez donc, dans nos écoles. Et nous, entreprises, nous sommes disposés donc, à recevoir les étudiants sortis des écoles en stage. Il n'y a pas seulement que les étudiants qui doivent venir en stage pour s'imprégner des réalités de l'entreprise, il y a également les enseignants. Et pour cela, la CGECI, donc, depuis quelque temps, est engagée avec le ministère de l'Enseignement technique et le ministère de l'Enseignement supérieur dans cette réforme justement
des filières de formation, de l'éducation en général. Est-ce que ce cri de cœur en griffe des entreprises est entendu? Est-ce que cela porte du fruit sur le terrain? Oui, cela porte du fruit. Je dirais que nous sommes maintenant à la phase de mise en œuvre de cette réforme, de cette grande réforme que nous avons entreprise. Et je voudrais pour cela nous féliciter du retour du ministre Dosso à l'enseignement technique, parce qu'avec lui, nous avons entrepris depuis quelques années la réforme donc, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et avec la CGECI, nous avons, avec l'appui du MEDEF international, nous avons eu donc, le soutien de Codifort, ce qui nous a permis de structurer donc, l'économie en branche professionnelle. Nous avons déjà travaillé sur cette branche professionnelle. Nous allons terminer donc, la structuration des branches, je crois, dans les jours à venir, le 7 décembre prochain, je crois. Nous allons terminer cela. Et nous allons donc, avec l'école, leur dire, voilà donc aujourd'hui les métiers dans lesquels nous voulons que vous formez nos jeunes. Voilà l'enseignement que nous voulions que vous leur donnez. D'accord. Et en tant que gestionnaire des ressources humaines, quel sera votre apport dans la reconstruction post-crise de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire est dans une phase de reconstruction, on le sait tous. Je dirais que les gestionnaires des ressources humaines ont déjà commencé à jouer leur partition. Comment? En intervenant donc auprès de l'AGEC et auprès donc des ministères de l'Éducation, comme je vous le disais tout à l'heure, en mettant en place la cellule de développement du partenariat entre l'école et les entreprises, en recevant donc en stage les étudiants sortis des écoles. Et je pense que je profite donc de cette occasion pour lancer un appel au DRH. D'accord. Parce qu'il ne s'agit plus pour nous de constater que l'enseignement ne correspond pas à nos besoins. L'enseignement qui est pratiqué aujourd'hui ne correspond pas à nos besoins. Il s'agit pour nous de participer de façon effective et active aux différentes structures qui ont été mises en place justement pour qu'on puisse obtenir cette adéquation entre la formation et l'emploi. Et parlant de participation, la Côte d'Ivoire va présider la Fédération mondiale des associations de gestionnaires des ressources humaines. Qu'est-ce qui va changer? Je vais faire un petit rectificatif. La Côte d'Ivoire, au titre de l'Afrique, va occuper donc le 17 décembre prochain le poste qui lui revient au sein de la Confédération mondiale. D'accord. Pour le moment, la présidence est assurée par la Chili. La Chili, d'accord. Et qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est que la Côte d'Ivoire, l'Afrique, cette fois-ci, donc va prendre toute sa place dans cette Confédération mondiale et donc s'approprier par le biais de nos échanges d'expériences des nouvelles techniques qui sont mises en place en matière de gestion des ressources humaines. Et ce sont les mêmes problèmes en Afrique? Quel que soit le pays, en matière de gestion des ressources humaines, les problèmes sont les mêmes? Les problèmes ne sont pas tout à fait les mêmes, mais je dirais que ce sont les mêmes problèmes que l'on retrouve. Parce qu'il faut savoir que d'une entreprise à une autre, les problèmes peuvent se poser de façon différente, mais en général, en Afrique, nous avons les mêmes problèmes. En tout cas, merci Madame Atia d'être venue sur notre plateau. Merci pour toutes ces précisions. Avant de refermer ce journal, avec l'accord de la réalisation, je rappelle que le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce matin aux environs de 12 heures pour se rendre en France. Le chef de l'État va assister à la réunion du Conseil consultatif sur le PND. Cette réunion débute demain, lundi. Et c'est avec ces images que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.